Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Salut Thelma, Salut Carole. tu vas bien? Écoute, ça va nickel, on s'installe tranquillement. En Laponie, c'est ça? En Laponie, oui. Un peu atypique, mais en Laponie. J'adore. Non mais le podcast voyage vraiment partout dans le monde, donc tu vois, je suis trop contente de suivre toutes les histoires d'amour autour du monde, c'est trop chouette. Puis là, c'est un endroit en plus un peu atypique, c'est vrai. Je suis contente de pouvoir partager ça avec toi et avec le podcast. Trop bien. Tu fais ouais, le pays du Père Noël. Enfin moi, pour moi, c'est le pays du Père Noël. C'est pas tout à fait ici le pays du Père Noël. Là, je suis en Ah Laponie ouais? suédoise et le Ok. Père Noël, il est en Laponie finlandaise. Donc, il y a une petite différence, mais bon, il n'est qu'à 2 heures de moi, mais... Très bon à savoir en tout cas. Écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bah, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Thelma, j'ai 27 ans. Donc, j'habite en Laponie depuis un mois, c'est tout récent, avec mon mari Victor qui a 33 ans, notre chienne Willow et notre chat Nina. Victor travaille dans la cybersécurité et moi, en ce moment, je ne travaille pas parce que je me suis occupée de tout le déménagement et l'installation ici. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail, j'imagine, avec un déménagement aussi lointain. Un petit peu, les mois avant surtout. Là maintenant, depuis qu'on est ici, en vrai, c'est un peu plus tranquille. Même au Hmm. niveau mental, on souffle un petit peu. Mais les mois avant le départ, ouais, c'était bien qu'il y en ait un de nous deux qui soit à fond sur ce projet-là et qui se concentre que là-dessus. Donc voilà. J'imagine. Bah écoute, trop chouette et un super projet. D'ailleurs, je mettrai ton compte Instagram pour les gens qui veulent venir suivre tes aventures. Parce que bah, justement, sur ton compte, tu partages toutes vos aventures d'expatriation en Laponie. Donc, c'est trop chouette en plus. Donc, je mettrai ton compte Insta dans la description et sur Instagram. Oui, avec plaisir. Écoute, avant de parler de ton histoire d'amour avec ton mari, j'aime bien poser cette question et faire un retour, tu vois, en enfance pour te demander c'était quoi, tu vois, quand tu étais petite, ta vision de l'amour. Est-ce que tu rêvais, par exemple, du grand amour, de te marier, d'avoir des enfants ou pas forcément? Alors, je pense que ma vision de l'amour a beaucoup évolué entre mon enfance et grandir. Moi, j'ai des troubles du développement cognitif, donc des troubles du spectre autistique, des troubles 10 et même probablement un trouble du déficit de l'attention. Je pense que ça a contribué effectivement à comprendre en tout cas comment le monde autour de moi fonctionne, tu vois. Je dirais que pour moi, enfant, avant 10 ans, l'amour c'était un truc d'adulte. Je me sentais pas tellement concernée par le sujet. Alors j'étais une grande fan de Disney, hein, mais ce qui m'intéressait dans les Disney, c'était vraiment pas les histoires d'amour. Je rêvais pas tellement d'être une princesse. Mes Disney préférés, tu vois, c'était Le Roi Lion, c'était Mulan, La Belle et la Bête aussi, mais je pense que c'est parce que, comme moi, Belle, elle adore lire et elle est très proche de son papa, donc je pense que c'est plutôt ce côté-là que l'histoire d'amour qui me plaisait vraiment. Donc je pense que pendant mon enfance, on va dire avant la puberté, vers avant 11 ans, quoi, pour moi, l'amour, c'était quelque chose qui ne me concernait pas trop. C'était une histoire d'adulte, un truc oui, qui m'intéressait pas et j'avais pas d'attrait pour ça, j'y pensais pas, c'était pas dans ma vie. Mais par contre, j'ai grandi avec un exemple d'amour, d'histoire d'amour, effectivement, très, très sain, très beau et très comme dans les contes de fées, parce que mon papa et ma maman sont ensemble depuis qu'ils ont 22 ans, que mon papa a vraiment conquéri le cœur de ma maman, tel un chevalier servant, et qui sont ensemble depuis J'adore. 30 ans maintenant, et qu'ils ont une histoire d'amour un peu de contes de fées. Et plus tard, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'amour et aux questions de couple, était très admirative de eux et de leur histoire d'amour. Donc j'ai grandi entourée et baignée d'amour avec un exemple
de relation amoureuse absolument idyllique. Mais moi, enfant, je me sentais pas concernée. Moi, je voulais monter à cheval, faire du ski, grimper aux arbres, devenir une pirate, voilà, mais pas tellement devenir une princesse, et certainement pas une princesse qu'il faut venir sauver. Genre papa qui m'a un peu endurci là-dessus, il faut être une femme forte, donc une maman aussi. Et voilà pour la partie enfance. Ok, super. Et du coup, est-ce que cette vision, elle a évolué au fil, tu vois, que tu as grandi, tu vois, le collège, lycée, etc. Oui, Et est-ce que tu vois cette vision un peu idyllique dans laquelle tu as grandi a impacté peut-être ta vision de l'amour oui, totalement. Totalement. En fait, assez tôt, j'ai compris, que ce soit par les adultes essentiellement qui m'entouraient, que les relations que je vivais aujourd'hui en tant qu'enfant n'étaient pas vouées à durer, même au niveau amical, tu vois. Mm. Et donc, je me suis volontairement désintéressée de ça, parce que je me dis, ça sert à rien. De toute façon, je suis une enfant, ou une adolescente, peu importe. Et l'histoire d'amour que je pourrais vivre aujourd'hui ne sera pas l'histoire d'amour de ma vie. Et moi, aimer pour quelques semaines, quelques mois ou même quelques années, ça m'a jamais intéressé. Enfin, je comprenais pas le concept. C'est-à-dire que pour moi, quand on aime, c'est pour toujours. En amitié, c'est pareil. J'ai que des amis que j'aime depuis toujours. Hein, j'en ai très peu. Mais j'ai eu une déception amicale et j'en souffre toujours alors que c'était il y a plus de 5 ans, tu vois. Et je sais que mon amour n'est pas, je vis l'amour de façon extrêmement inconditionnelle, peu importe le mal qu'on me fait aussi. Et donc j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je me protège et que je voulais pas laisser la porte ouverte, tu vois. Et donc même en amitié, quand les gens venaient me voir et me disaient on peut être copine, je disais bah non, ça sert à rien. De toute façon l'année prochaine on sera plus dans la même classe, tu vois. Donc encore une fois, j'ai un trouble du spectre autistique, j'ai un trouble du déficit de l'attention. Forcément, ça impacte aussi tout ça. Mais j'avais pas un rapport aux autres et aux relations. J'avais pas du tout besoin socialement aussi de me sentir intégrée. J'avais plein de copains pour le coup, je souffrais pas du tout d'exclusion, mais j'avais pas ce besoin-là et j'ai toujours été très claire. Donc ça me faisait rêver, hein. L'amour, les histoires d'amour me faisaient rêver, mais en même temps j'avais un œil sur mes amis qui vivaient ça, presque un peu adulte en fait, de ah ils sont mignons, Mm. mais tout en ayant conscience que ça ne durera pas. Parce qu'une histoire d'amour à 13, 15, même 16 ans, c'est rare que ça dure. Et moi, j'avais pas envie de vivre ça parce que je savais que ça me ferait beaucoup trop de mal au cœur et que je voulais pas m'imposer une histoire d'amour qui était par défaut conditionnée par le temps. Et voilà. Donc ça m'intéressait, ça me faisait rêver. J'ai commencé à lire beaucoup de littérature aussi et de romans d'amour et tout ça. Donc ça m'a toujours fait rêver. Mais dans ma tête, c'était pas possible parce que ma vision de l'amour était pas en adéquation avec le système dans lequel j'évolue. Je comprends. En fait, toi, tu avais vraiment l'idée de si un jour j'aime quelqu'un, c'est pour la vie. Exactement. Et bon, on en parlera après, mais c'est ce que j'ai eu. Quand j'aime, je n'arrête pas d'aimer. Vraiment, en tout cas, je ne connais pas ce sentiment-là de pouvoir arrêter d'aimer, même en amitié, même des Mm. membres de ma famille. Donc, je peux être déçue, je peux décider de couper le contact pour me protéger, mais j'ai toujours de la peine quand je repense à ces relations. Elles m'impactent toujours, notamment la seule déception amicale que j'ai eue. J'ai mis des années à m'en remettre. Et pour moi, c'était indispensable que je me protège et que la personne à laquelle j'allais confier mon cœur, entre guillemets, et même pas entre guillemets, ce soit une personne qui partage au moins à la base ma vision des choses, c'est-à-dire l'idée d'un amour absolu éternel, parce que si la personne, déjà, quand je la rencontre, elle n'est pas d'accord pour qu'on se projette ensemble sur les 60 prochaines années, c'est forcément qu'il y a trop de risques que ce soit pas la bonne. J'adore. Tu étais alignée avec ton cœur et ton envie. Oui, C'est ce qui a fait peut-être que tu as eu sur ton chemin ton chéri. oui, 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 c'est sûr. Et puis aussi, encore une fois, j'ai eu une éducation avec des parents assez exceptionnels qui m'ont donné quelque chose qui fait cruellement défaut, essentiellement aux femmes, je trouve, c'est la confiance en soi. Et moi, j'ai toujours grandi, malgré mes difficultés donc liées inhérentes à mon cerveau et voilà, avec une grande confiance en moi et une grande assurance aussi. Donc parfois Mm. j'ai même eu un peu trop confiance en moi, je me suis un peu cassé les dents.
j'avais confiance en moi, j'avais confiance en ce que je voulais et j'ai jamais eu peur d'affirmer ce que je voulais et de dire avec moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et Hmm. pas besoin de me conformer à d'autres attentes en fait. Et des parents évidemment qui me valident et qui m'encouragent là-dedans et qui me font évoluer en me disant que comme je suis, c'est parfait, que je suis extraordinaire et que bah si c'est comme ça, que si c'est ma vision de l'amour qui est comme ça, et bah elle est très bien comme elle est, que peut-être je changerai, qu'il faut que je reste ouverte à évoluer et à changer de mindset, mais que si j'ai pas envie, et ben c'est très bien et j'ai qu'à me faire confiance et qu'en me faisant confiance, j'arriverai à faire ce que je veux de ma vie. Je trouve ça super puissant en vrai et surtout, tu vois, à un âge, tu vois, jeune, tu vois, quand tu es encore ado, d'avoir cette déjà état d'esprit-là et c'est tellement rare, mais en même temps, c'est super puissant parce que ça peut-être peut t'éviter de vivre certaines expériences qui sont compliquées, tu vois, de ne pas savoir ce qu'on veut ou ne pas savoir dire non, ce genre de choses, tu vois. Effectivement, et me permettre, oui, de pas me faire de mal. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont besoin de vivre des expériences aussi, tu vois. C'est très propre, c'est le concept de ton podcast, c'est très propre à moi et à ce que je suis et en relation émotionnelle, amoureuse, amicale, tout ce que tu veux, j'ai pas besoin d'expérimenter. C'est très absolu, j'ai pas besoin de faire de crash test, quoi. Le crash test, il va sur mon cœur et j'ai vraiment pas envie de sciemment envoyer mon cœur dans un mur en briques, quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont cette capacité de résilience beaucoup plus importante que moi et pour lesquels apprendre, tu vois, ça va être nécessaire, faire des expériences et tout. Moi, j'ai pas ce besoin-là et je pense aussi que je n'ai pas les ressources pour supporter ça. Et c'est vrai que j'ai très vite eu conscience que je n'avais pas ces ressources-là et que du coup, il fallait que je me protège parce que sinon, j'allais beaucoup trop souffrir. Je comprends, mais tu vois que, comme tu dis, je pense que chacun est différent. Et c'est ça aussi que bah, j'aime partager à travers ce podcast. C'est bah, ces visions différentes, ces états d'esprit, ces façons de penser, etc. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir toutes ces visions. Donc déjà, merci pour ton partage. Avec plaisir. Et du coup, écoute, on va commencer à parler de ton histoire d'amour. Avant de rencontrer Victor, dans quel état d'esprit tu étais? Alors, avant de rencontrer mon mari, avant de rencontrer Victor, j'étais dans un état d'esprit dont j'avais jamais été concernée par les questions amoureuses parce que je m'étais jamais penchée dessus. Pourtant, j'avais 22 ans, donc tu vois, j'avais 22 ans, j'avais jamais eu aucune relation amoureuse ou intime ou quoi que ce soit. C'est aussi dû du coup à une agression que j'ai vécue quand j'avais 14 ans, qui a été une agression très violente et très destructrice qui a marqué ma vie parce que j'ai été très médicalisée à la suite de ça. J'ai commencé à être très suivie en psychiatrie. J'ai développé un trouble de stress post-traumatique très violent, avec une amnésie traumatique aussi. Et donc, je pense que au niveau hormonal, enfin, je pense et je suis sûre, au niveau hormonal, il y avait plein de choses chez moi. L'agression est donc arrivée quand j'avais 14 ans. À la suite de ça, au niveau hormonal, il y a beaucoup de choses qui se sont coupées. Donc, à 22 ans, j'avais jamais expérimenté le désir charnel, j'avais jamais expérimenté enfin, tu vois, tout ce côté hormonal des relations, je l'avais pas. C'était que quelque chose de très intellectuel pour moi, l'amour. Je me disais que j'aimerais, si possible, un jour trouver l'homme de ma vie, mais il n'y avait pas du tout de côté physique et un peu animal à tout ça, parce que chez moi, c'était complètement Mm. bloqué. J'étais en reconstruction encore de ça, hein, parce que ça a été très très long et très très compliqué. Moi, j'ai arrêté ma scolarité très jeune, j'ai pas le bac. J'ai commencé à travailler aussi très jeune, donc j'ai la chance de venir d'un milieu privilégié dans lequel j'ai pu travailler dans le milieu audiovisuel et dans la production d'émissions télé, avoir des Mm. contrats d'intermittence qui me permettaient donc d'alterner entre contrats d'intermittence et voyage. Donc j'ai fait ça de mes 18 à mes 22 ans. Donc j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, en Asie essentiellement, en sac à dos, seule. J'ai aussi une période de ma vie où j'ai été obèse, j'ai eu une opération de l'obésité. Et donc tout ça, ça s'est vécu avant de rencontrer Victor. Donc je dirais qu'au moment où j'ai Mm. rencontré Victor, si tu veux, j'étais encore en reconstruction de tout ce qui avait été détruit. Je cherchais clairement pas l'amour. Et en plus, Mm. j'étais partie du principe parce que en grandissant donc, on m'a fait comprendre que
ce que je cherchais amoureusement n'existait pas, que ça ne se passait pas comme ça, et qu'il allait falloir que j'accepte de me mettre en couple avec quelqu'un et de voir un peu au jour le jour, et peut-être que ce sera le bon. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Donc, au moment où je rencontre Victor, si tu veux, dans ma tête, je me dis que à 35 ans, j'irai faire, à l'époque, il n'y avait pas encore la PMA pour tout en France, je me dis que je vais aller faire une PMA toute seule en Espagne, parce que je rêvais d'avoir des enfants, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants, donc je me suis dit, écoutez, je ne peux pas avoir de mari, d'homme dans ma vie, parce qu'on me dit qu'il faut que j'accepte que potentiellement une histoire d'amour, ça se termine, et que je dois vivre et commencer ma relation d'amour en me disant que un jour elle s'arrêtera. Pour moi, c'est pas Mm. possible. Donc, quand je voudrais des enfants, j'irai en faire toute seule. Et puis, c'est pas grave. C'était très, pour moi, c'était pas indispensable en fait pour moi de vivre une histoire d'amour. J'ai même eu une partie de ma vie où je me suis demandé si j'étais pas asexuelle, tu vois, comme j'avais jamais expérimenté le désir et que j'avais jamais été en couple et que je n'en ressentais ni l'envie ni le besoin. Je me disais si ça se trouve, j'ai juste pas de désir, ni romantique, ni sexuel, et voilà, et c'est peut-être pas très grave. Voilà. Donc, ça me questionnait même pas tant que ça. J'étais très concentrée sur mes voyages, sur ma vie. Je cherchais pas. J'étais Mm. dans un moment de ma vie où j'étais encore en reconstruction et où je cherchais plutôt à finir de me construire moi, à régler mes problèmes d'obésité. Donc j'ai une opération de l'obésité, donc ça a été aussi intense physiquement parce que j'ai eu des complications, j'ai failli mourir, j'ai dû être hospitalisée. Donc il y avait tout ça, tu vois, qu'il fallait gérer. Il y avait tous mes autres troubles aussi avec lesquels je devais vivre, donc tous mes troubles anxieux qui découlaient du trouble de stress post-traumatique. Je fais un trouble de stress post-traumatique avec dissociation, donc il y avait tout ça. J'étais beaucoup suivie en thérapie. Enfin, l'amour était vraiment pas la priorité. Et en plus, j'avais la croyance que pour moi, c'était pas possible. Parce qu'encore une fois, Mm. pas une vision de l'amour qui correspond avec ce qui existe et ce qu'on voit. Ah oui, effectivement, tu as eu vraiment des événements très douloureux qui sont arrivés dans ta vie. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, tu étais vraiment dans ta phase de je me reconstruis, je me focus sur mon bien-être, sur mon amour de soi, j'imagine, Ouais, pour déjà te sentir bien dans ta tête, dans ton corps. mon amour de soi et aussi me calmer vis-à-vis, m'apaiser avec les autres parce Mm. que donc j'ai la chance d'avoir confiance en moi comme je te l'ai dit au début de l'interview. J'avais encore confiance en moi, mais bon, quand tu développes autant de troubles, il y a beaucoup de choses chez toi qui changent, tu te reconnais plus tellement. Et Mm. j'avais assez peur de moi, de moi-même, et j'avais aussi perdu totalement confiance en l'être humain globalement. Et Mm. j'avais besoin de partir beaucoup et de partir voyager, et c'est ce qui m'a énormément aidée. J'avais besoin de reprendre confiance en la vie, en fait, plus qu'en moi, parce que bah, j'ai la Mm. chance, encore une fois, même dans cette épreuve-là, d'avoir eu un entourage exceptionnel qui m'a soutenu, qui m'a accompagné, qui m'a jamais lâché la main, qui a été présent, qui a compris à des moments où c'était incompréhensible mon attitude. Mais j'avais besoin de reprendre confiance en la vie et en ce que peut m'apporter en ce que peut m'apporter la vie, quoi. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Ouais, confiance en la vie, puis même en l'autre au final. En l'autre Et aussi, peut-être que oui. tu vois, l'amour, c'est aussi donner de la confiance à l'autre. Donc je pense que c'était aussi peut-être un step à passer qui était peut-être pas envisageable pour toi à ce moment-là parce qu'il fallait, ça te demandait peut-être J'y réfléchissais même trop d'implication. Ouais, J'y voilà. réfléchissais même pas. C'était pas, enfin, c'était vraiment le dernier de mes soucis, quoi. À ce moment-là, Mm. je me demandais comment faire pour ne pas penser que mon voisin était un potentiel agresseur en puissance, donc il fallait que je me méfie, alors que mon voisin est mon meilleur ami, si tu veux. Donc, vraiment, on n'y était pas du tout dans des questions de. Je cherchais certainement pas à relationner, même amicalement, avec de nouvelles personnes. Tu vois, tous mes amis datent de avant cette époque-là. Et puis Mm. après ma rencontre avec Victor, du coup, où là j'ai recommencé à m'ouvrir aussi amicalement, mais j'ai eu de mes 14 à mes 22 ans, j'ai vraiment ouvert la porte de mon cœur, que ce soit au niveau de l'amitié ou au niveau amoureux, à strictement personne, quoi. C'était pas la priorité et j'en ressentais pas le besoin, pas l'envie, voilà.
Et du coup, comment s'est faite cette rencontre avec Victor? La rencontre avec Victor s'est faite de manière assez atypique, en particulier pour moi. C'est une rencontre assez commune aujourd'hui, mais assez atypique parce que donc c'est sur un site de rencontre et moi je n'avais jamais fréquenté aucun site de rencontre de ma vie parce que donc comme tu l'as compris, je ne cherchais pas à être en couple. Mais à cette époque-là, donc mon chat Nina, que j'ai depuis que je vis seule, donc depuis mes 18 ans, était malade et j'étais très très triste et très très mal. Ma sœur avec qui je vivais était elle en couple et elle, pour le coup, elle a beaucoup été sur Tinder parce que ça l'amusait. Alors pas qu'elle ait multiplié les dates Tinder, mais juste que le système de profil Tinder l'amusait énormément. Et donc à ce moment-là, elle était en couple avec mon beau-frère. Moi, j'étais pas du tout intéressée par être en couple. En revanche, j'allais très très mal émotionnellement parce que mon chat était très malade, on ne savait pas si elle allait survivre. Et mon chat, enfin, c'est toujours un membre de ma famille à part entière et je l'aime de tout mon cœur. Et donc la voir malade, fallait que je me lève toutes les 2 heures pour lui administrer un traitement. Psychologiquement, pour moi, c'était très éprouvant. Et ma sœur, un peu en désespoir de cause, me dit, il faut absolument que tu te changes les idées. Parce qu'en plus, alors ça, c'est en partie lié à mes troubles cognitifs, mais je fais des fixettes. Et donc à cette époque-là, avec Nina qui était malade, je passais vraiment mes journées à regarder mon plafond ou sinon à me former pour devenir vétérinaire en gros. Et c'était absolument pas sain. En plus, j'étais juste après mon opération de l'obésité, je mangeais plus du tout, enfin ça allait pas. Et donc ma sœur avec qui je vivais, avec qui j'étais en colocation à l'époque, me dit faut absolument qu'on trouve un truc pour te changer les idées. Je connais quelque chose, faut que tu ailles sur Tinder. Moi je lui dis mais t'es complètement folle, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur Tinder? J'ai jamais été en couple de ma vie, j'ai jamais eu de sex friends, j'ai jamais eu même de bisous. Enfin, j'ai absolument pas envie d'aller. Et puis je crois que c'est toi qui en parlais un peu la phobie du date. Alors moi, Ouais. je le conscientisais pas comme ça parce que pour moi, juste ça n'existait pas les dates en fait. Mais il était Hmm. hors de question que j'aille rencontrer un inconnu. Alors avec des attentes amoureuses encore plus, mais même juste rencontrer un ami, c'était non quoi. Je sortais pas, j'allais pas en soirée, j'étais très fermée dans ma bulle avec mes quelques amis qui me soutenaient toujours, que je voyais en privé, mais voilà. Donc je lui dis t'es folle. Elle me dit mais non, c'est pas du tout pour rencontrer quelqu'un Tinder, c'est vraiment juste pour rigoler que c'est intéressant. Elle a pas du tout rencontré son chéri, enfin mon beau-frère maintenant sur Tinder par ailleurs. C'est vraiment juste pour rigoler que c'est drôle. Et moi je peux plus avoir l'application vu que je suis en couple. Et donc voilà qu'on part à me créer un profil Tinder. Elle est en train de sélectionner des photos, enfin de commencer à swiper et de me lire des profils. Et effectivement les profils sur Tinder sont à mourir de rire. Et moi, je suis en train de cuisiner. Donc, si tu veux, à ce moment-là, je suis même pas sur le téléphone. C'est elle qui est sur le téléphone et qui swipe. Et moi, je suis en train de cuisiner. Et là, ma sœur me lit une description que je ne comprends pas sur le coup, avec une référence que je ne comprends pas. Et mon cerveau, comme souvent, bug parce que j'ai beaucoup de mal à ne pas comprendre. Et c'était une référence à un sketch d'Inès Reg. Et c'était pendant les confinements, si tu veux. Et donc la référence était à défaut d'un stock de paillettes, j'ai un stock de papier toilette, quelque chose comme ça. Mais sur le moment, je comprends Ah, rien du tout, tu vois. Sur le moment, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Alors, papier toilette, on est en plein dans les confinements, donc je comprends. Mais alors, les paillettes, je fais absolument pas le lien, je comprends pas. Et là, je me dis, mon cerveau étrange fixe sur là-dessus. Et je me dis, je dois comprendre. Tu vois, c'est un besoin. Je me dis, je comprends pas. C'est pas normal que je comprenne pas. J'ai besoin de comprendre. Et donc, j'ai à ma sœur fait en sorte de pouvoir envoyer un message. Donc, la voilà partie pour prendre l'abonnement payant de Tinder pour pouvoir envoyer un message. Enfin, je crois que je suis pas sûre de moi, mais je crois qu'il faut payer pour pouvoir envoyer un message. Donc, je sais pas. donc on se retrouve à payer le truc pour, enfin bon, bref, voilà. Et là, j'envoie juste, donc, à Victor, c'est quoi le rapport avec les paillettes? Mais moi, je voulais juste ma réponse. Ça faisait 3 heures que j'avais un pseudo code Tinder qui était là juste pour me changer les idées de mon chat, de la maladie de mon chat. Donc, je lui envoie cette question. Je m'attends un peu à rien en me disant c'est un neuneu de Tinder qui comprend pas ce qu'il écrit. Et là, Victor se dit oh là là, une gourde qui est tombée dans le panneau, c'est nickel. Et il me répond parce que je vais mettre des paillettes dans ta vie. Et j'explose de rire avec ma sœur en me disant la nunuche, quoi. La meuf qui tombe en plein dedans. Voilà. Et donc, je réenquille en disant j'espère que tu auras des moulures au plafond.
et en me disant ça va clore la conversation, voilà, terminé. Victor, qui croyait pas trop, commence lui à discuter parce que lui, pour le coup, il était sur Tinder dans une vraie optique de rencontre de gens. Il s'était séparé quelques mois avant, donc il cherchait pas nécessairement l'amour de sa vie, mais en tout cas, il était ouvert à faire des rencontres. Et donc, on commence un peu à discuter. Et donc, dans ma description, on avait mis que j'aimais le voyage. Il me parle de voyage, je lui parle de voyage et je lui demande le pays qu'il rêve le plus de faire. Et je dis à ma sœur, tu vas voir, il va me répondre quelque chose comme Koh Samui ou Ibiza, un truc ultra touristique. Enfin bon, quelque chose que je m'imagine être une réponse de gens de Tinder, quoi. Mm. Et là, Victor, dans tout ce qu'il est d'extraordinaire, me répond, je rêve de faire une randonnée pour rencontrer les peuples mongols. Ah oui, c'est très original. C'est très original, surtout quand on sait qu'une semaine avant, donc on est en plein dans les confinements, je peux plus voyager, je suis au bout de ma vie, et une semaine avant, je suis en train de faire des recherches pour partir. Je me dis quand mon chat ira mieux, je partirai une semaine en randonnée à cheval en Mongolie pour rencontrer les peuples mongols et pour randonner en Mongolie. Donc je me dis c'est quand même assez fou. Donc là on commence à discuter, sauf que c'est bien beau tout ça, mais ma sœur, elle doit partir rejoindre son chéri. Moi j'ai pas Tinder sur mon téléphone. Et donc je dis à Victor, tiens, voilà mon numéro de téléphone. Ma sœur désinstalle l'application parce qu'il faudrait pas que mon beau-frère voit qu'elle est Tinder, parce qu'en plus ce serait une énorme incompréhension. Tiens, voilà mon numéro WhatsApp, enfin voilà mon numéro, tu peux me parler sur WhatsApp. Et donc comme ça avec Victor, on commence à parler donc le jeudi, enfin on s'est commencé à parler le jeudi sur Tinder à 17h. On a passé les 4 jours qui suivront à parler, je pense, 20 heures sur 24 en non-stop et à se parler, mais de tout, de choses, de nos nombreux porte-bonheur, de nos rêves de vie, de nos histoires de famille, de nos adolescences. On a tous les deux eu des adolescences assez particulières, de nos chemins, de nos carrières, enfin vraiment, on revient sur tout. Donc Victor a 6 ans de plus que moi, il a vécu au Japon, il a fait une école de programmation informatique qui s'appelle 42. Enfin, il a beaucoup de choses à raconter qui, moi, m'intéressent énormément. Et je me rends compte qu'on est très et qu'on a une vision de l'amour extrêmement similaire surtout, alors que lui a fait des expériences parce que lui c'était en gros mieux ça que d'être tout seul, mais qu'il Mm. aspirait profondément à rencontrer la forme d'amour à laquelle moi j'aspire depuis toujours et voilà. On a commencé à se parler sur Tinder le jeudi, on s'est rencontrés pour la première fois le lundi, on s'est revus le Mm. jeudi suivant et on s'est mis en couple le lundi d'après. Et 2 semaines Ok. après, on s'est dit ok, donc en 2023 on se mariera. On avait déjà prévu enfin c'était très clair que de toute façon, très rapidement, on a posé, enfin, moi surtout, parce que lui, je pense qu'il avait un peu peur aussi de me dire ce genre de choses. J'ai dit, je te préviens, si jamais je m'engage là-dedans, t'es le père de mes enfants. Y a pas d'autre possibilité, en fait. C'est-à-dire que si la notion te fait peur, donc pas demain, hein, maintenant ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on n'a toujours pas d'enfants et on n'est pas pressé. Mais en revanche, Mm. t'es l'amour de ma vie. C'est-à-dire que si on s'engage là-dedans, c'est que je décide de faire de toi l'homme de ma vie, l'amour de ma vie, et moi je n'arrête pas d'aimer, ça n'existe pas. C'est impossible que j'arrête de t'aimer. Victor me dit qu'il est partant. Victor me dit, bah carrément, il me dit moi je rêve de ça, juste j'ai l'impression que ça n'existe pas et que je trouverai jamais quelqu'un qui a la même vision de la vie là-dessus que moi. Mais carrément. Et donc on prend 6 mois vraiment pour tout mettre à plat, pour discuter de plein de choses et pour être sûr qu'on a les mêmes envies, parce qu'au final, je pense que le plus important, c'est d'avoir des rêves en commun, c'est d'avoir effectivement, si Victor rêvait de passer sa vie à Paris, donc on est tous les deux originaires de Paris, mais si Victor, son rêve de vie, ça avait été d'être à Paris en n'ayant pas d'enfants, même si on avait la même vision de l'amour, ça se serait immédiatement arrêté, on n'aurait pas donné Oui. suite, parce que moi, enfin, mes rêves de vie, ils sont très clairement pas à Paris, vu qu'on est en Laponie, et ils sont avec une famille avec des enfants. Donc on a pris le temps de Mm. vraiment mettre à plat tous nos rêves et d'être sûr que ça coïncidait ou que ça pouvait coïncider. Ok, waouh! Tant de questions à te poser, mais déjà, c'est fou. Du coup, vous vous parlez donc pendant ces 4 jours. Comment tu passes déjà ce cap de OK, je vais le rencontrer? Genre, comment tu arrives à te dire je vais rencontrer un inconnu, sachant que avant ça, t'étais pas du tout ouverte à l'idée? Alors, sachant que en plus
on est en confinement, que donc tous les bars et tous les restaurants sont fermés et que donc faut qu'il vienne chez moi. Ah oui. Et que donc, soit il faut que j'aille chez lui, soit il faut qu'il vienne chez moi. Mm. Donc, je suis un peu rassurée parce qu'on est un lundi, que le lundi, mon voisin, qui est aussi mon meilleur ami, ne travaille pas. Donc, je me dis, au moins, il est là, donc je le préviens. Et je sais que ma sœur part 3 heures parce qu'elle travaille, elle garde des enfants à ce moment-là le soir après l'école. Et je sais qu'en gros, il y a un délai de 3 heures, il y a une fenêtre de 3 heures, mais que ça peut pas s'étendre plus longtemps parce qu'après ma sœur rentre à l'appartement et que de toute façon, je garde mon portable avec moi et qu'au moindre problème, mon voisin vient toquer chez moi et qu'en plus, j'habite dans un immeuble qui appartient à ma famille et mon père qui est antiquaire a ses entrepôts de meubles qui sont au fond. Et donc, je sais qu'il est aussi dans les parages. Donc, lui, il n'est pas du tout au courant de ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, s'il y a un problème, je sais que j'ai des gens qui peuvent intervenir. J'ai mon cousin qui habite dans l'immeuble aussi. Enfin, je sais que si jamais il y a un souci, il y a des personnes que si jamais c'est un détraqué, j'ai un SMS à envoyer et tout va bien. Et après, je suis un peu, faut pas prendre peur, mais moi, je vis avec une batte de baseball. Donc, c'est-à-dire que vraiment, et je préviens Victor, c'est-à-dire qu'on a suffisamment parlé pour que, alors, je suis pas rentrée dans les détails de tout, mais il sait que j'ai jamais eu de relation, il sait entre autres pourquoi, même si je suis pas rentrée dans les détails, et il sait que je vais être très méfiante, et je lui dis très clairement, je te préviens, je garderai ma batte de baseball à côté de moi. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Le mec est fou. J'adore. Du coup, comment se passe ce premier date? Comment tu te sens après ce premier date? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le premier date, je lui sers de l'eau chaude au lieu de lui servir du thé parce que j'oublie de faire infuser quelque chose. J'ai très clairement des papillons dans le ventre. Alors, faut savoir qu'on reste à 2 mètres de distance, hein. Moi, j'ai jamais eu de contact avec un homme ou une femme, mais j'ai jamais eu de contact charnel avec qui que ce soit. Donc, on reste très, très à distance. Donc, ça se passe très, très bien. Je pense que j'ai un peu peur quand même. C'est pas, pour moi, c'est pas simple tout ça à vivre. La suite l'est encore moins parce que je dirais que 2 semaines après, il y a la première fois qu'on se tient à la main. 3 semaines après, il y a la première fois qu'on se fait un câlin. Et pendant tout ce laps de temps, on s'est déjà dit qu'on était l'amour de la vie l'un de l'autre et qu'on affronterait tout ça ensemble. Et lui, il est d'une patience d'ange et il accepte totalement mon rythme et il comprend. Moi, j'ai développé un trouble sexuel qui s'appelle le vaginisme, qui fait notamment, donc moi, c'est pas au niveau sexuel que je le ressens, c'est parce que tout simplement, je peux pas mettre de tampon, par exemple. Donc je lui explique que les relations intimes, moi, ça va être très compliqué, que je ne sais même pas si un jour je serai réellement capable d'en avoir, en tout cas de manière conventionnelle. Je sais même pas si j'en aurai le désir. Enfin, je suis très honnête avec lui tout de suite, on se parle de tout. Et lui, il accepte, il me dit, mais même si t'es asexuel, écoute, on trouvera des solutions, on fera un parcours PMA pour faire des enfants, et puis en même temps, lui, il se dit, je sais que, enfin, très rapidement, on se rend compte qu'il y a du désir, qu'il y a de l'attirance, mais juste que mes hormones, c'est complètement un champ de bataille. Et donc, la première fois qu'on s'embrasse, je passe toute la nuit à vomir chez lui. Il doit me ramener chez moi avec une bassine et une bouillotte parce que je vomis toute la nuit. Enfin, c'est atroce c'est atroce pour moi. J'ai l'impression que c'est atroce pour lui. Lui, il me dit que pas du tout, que pour lui, juste, il est OK, en fait, que lui, ça fait partie de la construction de notre couple et que c'est ce qui va rendre notre couple solide et fort. Et il a été d'une patience absolument incroyable. Quelques semaines après, on part en plus dans les Alpes parce que moi, j'ai un stage de prévu. Lui, il est en télétravail grâce, entre guillemets, au Covid et à tout ça. Donc, il est en full télétravail à ce moment-là. Donc, il peut télétravailler des Alpes. Et on se retrouve dans 30 mètres carrés avec son chien, mon chat, personne, aucun membre de notre famille à part ma grand-mère. Donc, le premier membre de ma famille qui rencontre, ça va être ma grand-mère. Et on est enfermés dans 30 mètres carrés. Ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. On n'a évidemment jamais eu de relation intime encore à ce moment-là. On dort à peine dans le même lit, mais séparés par une montagne d'oreillers. Et Victor va être d'une patience d'ange et on va parler énormément, beaucoup. On parle toujours beaucoup et on va s'aligner sur tous nos projets de vie en se donnant, parce qu'on n'a clairement pas prévu de partir vivre en Laponie, par exemple. Mais on sait que on n'aspire pas nécessairement à élever un jour des enfants en France. Lui, il a vécu au Japon, il sait qu'il aimerait quitter la France. Moi, je suis pas trop sûre parce que je suis quand même très proche de ma famille, mais je suis pas fermée à l'idée. Donc, c'est pour dire, on n'écrit pas les choses, on signe pas dans le marbre des trucs immédiatement. Mais par contre, on s'assure qu'on a les mêmes envies et les mêmes rêves.
Et surtout, je constate par A plus B que Victor est conscient de tout ce que ça veut dire être avec quelqu'un qui a mon passif et qui a aussi mes troubles du développement cognitif et donc une hypersensibilité sensorielle extrêmement accrue, une capacité à sociabiliser extrêmement faible, qui parfois est des crises autistiques, donc des meltdowns et des shutdowns. Donc, bon, c'est un peu technique tout ça, mais enfin, bon, en tout cas, j'ai des troubles et des troubles qui se ressentent, qui se voient. Et je remarque que pour lui, c'est sincèrement pas un problème. Mm. C'est-à-dire que je remarque que ça ne lui pèse pas et que c'est honnête. Et donc, je me dis pas dans 2 ans, il en aura marre, parce que je vois bien qu'honnêtement, ça ne lui pose pas de soucis. Mm. Donc voilà, on construit un peu notre relation comme ça, en parlant beaucoup et en partageant énormément nos rêves et nos aspirations et en s'assurant, parce que lui aussi, après, il a évidemment son bagage, ses difficultés, tout ce qui le concerne lui. Et il se rend compte aussi qu'avec moi, émotionnellement, il peut être totalement lui-même, ce qu'il n'a pas connu avant, même dans sa famille. Il a toujours eu l'impression de devoir faire très attention, de pas trop montrer ses émotions, même avec ses parents, même, enfin, avec tout le monde en fait, que ses émotions étaient quelque chose de beaucoup trop puissante pour pouvoir être partagées librement. Et avec moi, il comprend et il expérimente en fait que vraiment il Mm. peut. Et même quand il a des très très grosses décompensations émotionnelles, il voit que ça me fait pas peur. Mm. Et il voit que son côté assez contrôlant, parce que Victor a un côté assez... il a besoin de contrôler, il a besoin de se sentir en sécurité beaucoup, Mm. et il voit que ça me dérange pas. Enfin bon, on voit qu'on se correspond en fait, qu'on se respecte énormément et qu'on se correspond. Franchement, c'est hyper beau, je trouve, que tu vois, chacun avec vos bagages, tu vois, vos manières de réagir à certaines situations, etc. Vous arrivez à accepter vraiment l'autre comme il est et faire en sorte que ça Et à l'aimer, y aille. et à Mm. aimer ça. Oui, c'est ça, ouais. Mm. À Exactement. aimer ça, parce que moi, je pense que j'aurais pas pu tomber amoureuse de quelqu'un qui a un cerveau monté à l'endroit totalement, tu vois. Il m'aurait manqué quelque chose. J'ai besoin d'être avec quelqu'un déjà, j'ai besoin d'être avec quelqu'un avec qui je peux parler pendant 6 heures d'affilée, quitte à pas dormir de la nuit. Même si c'est un sujet qu'on a déjà abordé 36 fois, et ben on l'aborde une 37e fois parce qu'il y a peut-être beaucoup de remises en question, de pouvoir beaucoup faire grandir ma réflexion, que ce soit sur des sujets personnels ou sur le monde, sur la vie. Et j'ai besoin de grandir avec la personne qui partage ma vie. Et on est dans un mot qui fait peur aux gens beaucoup, mais qui, moi, nous fait partie de notre équilibre. On est dans une dépendance mutuelle l'un à l'autre, alors qui peut être saine que parce qu'elle est totalement Mm. réciproque, mais on a besoin l'un de l'autre pour se faire grandir et pour évoluer. Et on est très satisfait comme ça, on est très heureux comme ça. J'ai pas besoin de vivre sans Victor, j'ai pas besoin de faire des expériences sans lui. Tout est mieux s'il est là. Mm. Alors bien sûr, je fais des week-ends entre copines et il n'est pas convié. Mais tu vois, moi j'étais une grande voyageuse en solo. Je ressens plus du tout l'envie de voyager seule parce Mm. que tout est mieux quand il est là en fait pour moi. Ça m'apaise, ça me calme. C'est plus que ma moitié, c'est mon tout. Et ça fait peur comme expression beaucoup parce qu'on est beaucoup dans cette idée de devoir s'accomplir personnellement et que le couple c'est un plus mais ça doit pas être tout. Et je le comprends, c'est une vision de l'amour que je respecte totalement, mais ça a jamais été la mienne, comme je te l'ai dit, et ça m'a jamais intéressée. Et moi, j'ai besoin de faire de Victor mon tout, et j'ai besoin que lui fasse de moi son tout, et je ferai toujours passer le bonheur de Victor avant le mien. Et si c'est absolument pas toxique, c'est parce que lui, il fait totalement passer mon bonheur avant le sien. On se répond totalement. Moi, Victor est ma priorité dans la vie. Je suis sa priorité dans la vie. Je vois le monde avec lui tout le temps. Il voit le monde avec moi tout le temps. Et c'est absolu, en fait. Donc, ça fait très peur. C'est pas vraiment l'amour aujourd'hui comme il est dit et comme il est représenté, parce qu'on est très dans un truc que je trouve individualiste. Et c'est pas grave, c'est chouette pour les gens de réussir à s'accomplir amoureusement comme ça et de pouvoir faire sa vie et se retrouver, tu vois, avoir chacun sa vie et se retrouver. Et c'est incroyable, mais moi, c'est profondément pas ce dont j'ai besoin.
Et ça me rendrait profondément malheureuse surtout. Si je sentais que j'étais juste un bonus dans la vie de Victor, ça me rendrait malheureuse. C'est une vision de l'amour à un moment qui est atypique et il faut rencontrer la bonne personne, ça c'est sûr. Pour que ce soit sain aussi, pour pas qu'il y ait de chantage, pour pas qu'il y ait de manipulation, pour pas que voilà, pour pas qu'il y ait tout ça, il faut que ce soit sain. Et ça, c'est ce qu'on a mis au point la première année de notre relation, où vraiment on a fait en sorte de s'assurer tous les deux qu'on n'abuserait jamais l'un de l'autre. Entre nous, on a une grande règle, c'est le non l'emporte toujours sur le oui. Donc c'est ouvert à rediscuter après, mais si jamais on est confronté à une situation qu'il y en a un des deux qui veut le faire et l'autre qui veut pas le faire, on le fait pas, on en discute. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'un de nous deux va le faire et tout seul et c'est très bien et c'est parfait et il y aura jamais il y a jamais aucun reproche entre Victor et moi. Il y aura jamais aucun reproche. Soit on se motive et on décide de le faire tous les deux parce que en fait celui qui a dit non se rend compte qu'en fait il est partant pour l'aventure. Soit l'autre se rend compte que c'est un trop grand, que c'est un sacrifice pour celui qui a dit non et du coup il le fait pas, mais ça crée pas de regret en fait. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de regret, il n'y a pas tout ça. Ouais, vous êtes vraiment, enfin, vous avez réussi à trouver votre manière de fonctionner et vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez le même fonctionnement. Et du coup, c'est comme ça que vous arrivez à trouver votre équilibre et à construire cette relation qui est saine. C'est ça. On s'aligne toujours, mais fondamentalement, on a besoin des mêmes choses aussi. Et avoir les mêmes besoins, c'est très important parce que si on n'avait pas les mêmes besoins, ce serait pas possible. Si Victor avait besoin d'avoir une vie où je suis un bonus de temps en temps, un plus, ou voilà, où je suis la cerise sur le gâteau de sa vie, ce serait pas moi, je serais malheureuse là-dedans. Et inversement, on a besoin d'une relation d'absolu. Et c'est rare que je le constate, hein, je le vois, alors même en écoutant ton podcast, je le vois qu'il y a beaucoup cette notion de rencontrer quelqu'un qui vient apporter quelque chose à ta vie, mais qui n'est pas toute ta vie. Et je trouve ça génial. Mais moi, c'est exactement tout ce qui me faisait peur dans l'amour, en fait. C'est pour ça que je me disais que je ferais un enfant seul, parce que je me disais, si c'est pas toute ma vie, et après, je suis quelqu'un de très autosuffisant. Je me sens très bien seule avant de rencontrer Victor. Je j'ai pas besoin d'être. Oui, parce que tu as voyagé, tu as aussi voyagé solo pendant des années. J'ai voyagé seule en sac à dos pendant des mois, j'ai vécu seule pendant des années, parce que ma sœur a pas toujours vécu avec moi. J'adore la solitude. Pas besoin d'être en couple pour un bonus. Mm. Si je suis dans une relation de couple, c'est pour que ce soit mon tout, c'est pour qu'on soit seul ensemble, quoi. C'est ma solitude, c'est avec lui maintenant. Tu me dis si cette question c'est trop intime. Votre début de relation, tu vois, où tu expliques que de tenir la main, de faire un bisou, c'était très compliqué, etc. Est-ce que ça a Ouais. évolué, tu vois, positivement au fur et à mesure des années, avec toute la communication que vous aviez, etc. Ouais, ça a évolué positivement, bien sûr que ça a évolué positivement. Ça a d'abord été très violent physiquement parce que mes hormones se sont réveillées et quand les hormones sexuelles se réveillent, alors qu'elles ont été éteintes pendant aussi longtemps, pour moi en tout cas, ça a été quelque chose de très violent parce que moi du coup j'ai fait ma puberté donc avant mon agression, avant ce gros trauma qui est arrivé, mais j'étais quand même très jeune, j'avais 14 ans. Et donc après en plus il y a eu l'obésité ça chamboule tout le cycle hormonal aussi. J'ai eu une opération de l'obésité, donc beaucoup de chamboulements. J'ai développé une endométriose très sévère dans le sens où elle se répand très vite et elle est très agressive, donc avec des douleurs absolument affreuses. Et donc tout ça veut dire que mon cycle hormonal a été déjà mis à rude épreuve, tu vois. Donc quand le désir se réveille, c'est très violent. Physiquement, c'est très très violent. Comme je t'ai dit, je vomissais, des crampes, des énormes douleurs, même des migraines. Enfin, vraiment l'impression que. Et d'un autre côté, le désir, c'est-à-dire que vraiment le désir intime, le désir de proximité, le désir de contact, de toucher. Voilà. Et après, donc il y avait le trouble, le vaginisme. Donc le vaginisme, c'est un trouble qui fait que, si tu veux, ton vagin se crispe totalement et si tu essayes de faire pénétrer quoi que ce soit, dans mon cas, ça allait jusqu'à un simple tampon. C'était impossible pour moi de mettre un tampon. Ça t'envoie des décharges électriques absolument insoutenables. Vraiment, c'est verrouillé, quoi. C'est la douleur est terrible. Donc, effectivement, bah, c'est avec beaucoup de patience. C'est avec. Alors,
En l'occurrence aussi, j'ai une gynéco exceptionnelle, donc j'ai fait des séances de rééducation du périnée très douces dans un cadre médical. Avec Victor, on a aussi fait des séances sans l'aspect du coup sexuel de rééducation du périnée. Enfin, il y a tout un côté médical aussi qui doit venir s'ajouter à la vie intime pour pouvoir arriver à une vie intime lambda, on va dire. Aujourd'hui, avec Victor, il y a des choses liées à ce que j'ai vécu qui seront jamais possibles. Faut jamais dire jamais, mais en tout cas, aujourd'hui, elles le sont toujours pas. Mais par contre, pour ce qui est de ce qu'on va imaginer un rapport intime basique, il n'y a plus de soucis. Ou quand il y en a, c'est que je peux pas et il n'y a pas de soucis, juste on fait pas l'amour et ça arrive si à un moment j'ai une reviviscence, si à un moment je sens que mon corps est trop parce que je vis toujours avec, je suis toujours en état de trouble de stress post-traumatique, donc je suis toujours suivie. Donc il y a encore des moments où ça peut être difficile. Ça l'est, j'ai envie de dire, un peu moins de semaine en semaine, tu vois. Mais malgré tout, il y a toujours des moments où ça peut être un peu compliqué. Et juste dans notre relation, ça pose aucun souci. Parce que moi, je me suis épanouie sexuellement aussi totalement. Que j'ai aussi une curiosité sexuelle certaine et que j'adore découvrir du coup mon intimité, mon plaisir, le plaisir de Victor et de découvrir ça ensemble, c'est quelque chose qui me déclenche pas du tout de nervosité, si tu veux. Et dans les moments où je le sens pas, pour une raison X ou Y, et ben juste on fait pas l'amour et c'est ok en fait. C'est pas grave, tu vois. Mais je pense que ça devrait être le cas comme ça dans toutes les relations, avec ou sans traumatisme, hein, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Juste nous, évidemment, enfin, pour nous, dans notre cas, c'est accentué par effectivement, moi, le fait que de temps en temps, on va commencer et puis je vais avoir quelque chose qui va remonter et va falloir très vite que Victor comprenne et que très vite, parce que moi, c'est des moments où je m'effondre, c'est des moments où je me culpabilise, c'est des moments où j'ai l'impression d'être nulle, où j'ai l'impression de le frustrer, où je m'en veux. Et là, Victor est alors, exceptionnel, mais en fait, je vais pas trop lui jeter des fleurs non plus. C'est normal. Il a juste une réaction de me dire attends, mais c'est pas du tout un souci. Tout va bien. C'est toi qui souffres. Tu parles. Moi, je suis frustrée de rien du tout. Ce qui me frustre, c'est de te voir aller pas bien. Voilà. Après, c'est juste entre guillemets, être dans une relation saine et équilibrée à ce niveau-là avec un partenaire qui est dans l'acceptation des limites, quelles qu'elles soient, tout le temps et en permanence. Bien sûr. Et par ailleurs, c'est ce qui permet aussi que j'ai envie d'évoluer et que j'ai cette curiosité et que j'ai envie de développer notre relation et notre intimité depuis 5 ans et que ça continue et aussi qu'on s'ennuie pas et que c'est cool quoi. Mais ça s'est construit, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi, tu vois, que ça a permis de plus s'interroger, d'expérimenter certaines choses, de plus se poser de questions, de prendre plus de temps sur mon désir à moi, sur ce qui me fait du bien à moi, parce que c'était pas automatique, tu vois, ça, il a fallu construire tout ça. Et du coup, le fait de se poser autant de questions, finalement, ça a sans doute contribué, je pense, à quelque chose de in fine, de positif dans notre vie intime aujourd'hui. Bah écoute, franchement, merci déjà pour tout ton partage et toute ton honnêteté parce que bah déjà, c'est un sujet qui est hyper important, je pense. Et comme tu dis, qu'une personne ait des troubles ou pas, déjà juste le respect de l'autre dans la vie sexuelle parce que bah, parfois, tu vas pas avoir envie ou parfois tu vas commencer, tu vas plus avoir envie. Le consentement, c'est tous les jours et c'est tout le temps. Le consentement, ça s'arrête pas. Ça fait un mois qu'on est en couple, ça fait un an qu'on est en couple, ça fait 10 ans, 30 ans, peu importe. Ça y est, on est mariés. Le devoir conjugal, ça n'existe plus. Le consentement, c'est tout le temps et c'est dans la vie sexuelle, mais c'est aussi dans la vie personnelle et c'est une notion qui est très très importante. Donc, on verbalise pas tout le temps systématiquement oui, j'ai envie de toi parce qu'on est dans une relation installée maintenant. Mais par contre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et si on sent que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Et voilà, le consentement pour tout le monde, c'est tout le temps, c'est en permanence. Il n'est jamais question de se forcer ou de quoi que ce soit. Il faut tout le temps que ce soit un échange et pas une relation intime. C'est pas quelque chose qu'on te prend. C'est un partage. Si c'est pas un partage, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Bah écoute, je suis totalement d'accord. Et du coup, je reviens un peu sur votre histoire aussi, mais donc tu disais que vous êtes mariés, du coup?
On s'est mariés en septembre 2023. Est-ce qu'il y a une petite demande en mariage? Il y a eu une demande en mariage à New York, dans Waouh! Central Park. Ah, j'adore. Waouh! Mon mari a fait les choses en grand. Il y avait des principes un peu importants pour moi parce que, comme je t'ai dit, j'ai des parents qui ont une histoire d'amour un peu l'histoire d'amour rêvée depuis toujours. Alors, ils ont une vision de l'amour très différente de la nôtre. Tu pourrais les interviewer d'ailleurs. Eux, ils vivent vachement du coup de ce côté, on a chacun notre vie et on se retrouve. Mais en tout cas, ils ont une histoire d'amour absolument inspirante depuis 30 ans. Et dans cette histoire d'amour, il y a des choses que mes parents m'ont toujours racontées qui étaient importantes pour moi, notamment le fait que mon père a demandé la main de ma mère à mes grands-parents. Et c'est très archaïque comme truc. On est une famille très féministe, promis, mais je sais pas pourquoi. À ce moment-là, enfin, ce truc-là, c'est quelque chose qui pour moi était important et était symbolique. Et donc j'ai très rapidement exprimé à Victor que pour moi ce serait important qu'il ait pas tellement pour que mon père lui dise oui ou non. J'ai presque envie de dire mon père aurait dit non, ça aurait été pareil. Mais pour voir s'il a le courage, pour voir si Victor a le courage d'aller voir mon père et de lui dire est-ce que je peux épouser ta fille. Et donc Victor l'a fait, je ne le savais pas. Il lui a demandé s'il pouvait me demander en mariage au moment de Noël. On était donc dans les Alpes sur les pistes de ski, un endroit très symbolique pour mon père. Et quelques mois après, parce que c'était donc notre cadeau de Noël, mes parents nous ont invités, donc ma sœur, mon beau-frère, mon petit frère, Victor et moi, à New York. Et Victor m'a fait sa demande en mariage. Et toute ma famille était au courant qu'il allait me demander en mariage à ce moment-là. Oh là Moi, là. je ne le savais pas. Et moi, qui normalement vois bien les trucs venir, là, et je sais, ma sœur, je sais pas comment elle a gardé sa langue, parce qu'en fait, c'était une époque où quand même, je savais qu'on avait prévu de se marier. Et donc, je prenais sans arrêt ma sœur à part en lui disant, est-ce que tu crois qu'il a demandé à papa? Parce que du coup, moi, dans ma tête, j'étais encore à l'étape de faut qu'il demande à notre père. Oui. Et ma sœur était là, bah, je sais pas, peut-être. Et voilà. Et donc, en fait, il lui avait déjà demandé. Et le dernier jour de notre voyage, parce que je l'ai bien fait galérer, parce qu'il voulait qu'on aille se balader que tous les deux à Central Park. Et moi, je voulais pas, c'était un voyage en famille, je voulais rester avec ma famille. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on se sépare. Et donc, à chaque fois, je faisais ma relou. Et le dernier jour, ma famille m'a vraiment foutu à la porte. Quoi. Ils m'ont dit, non mais dégage, va avec Victor toute seule, arrête de t'accrocher à nous, allez, va. Et donc, on est arrivé dans Central Park et très rapidement, Victor a voulu qu'on se pose tous les deux. Et là, je lui ai dit, attends, mon coco, t'as voulu qu'on aille dans Central Park tous les deux. Maintenant, crois-moi, on va découvrir Central On Park. va marcher. On va marcher. Et donc, je l'ai fait marcher pendant 4 heures dans Central Park. Et donc, il m'a demandé en mariage, il faisait quasiment nuit, tellement je l'ai fait marcher. Et donc, j'ai eu ma demande en mariage. Et puis, enfin, je crois que c'est le moment, je m'y attendais tellement pas. C'était un moment totalement hors du temps. Vraiment, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Avant mon mariage, même. Waouh, Voilà. trop beau. Et donc après, il y a eu le mariage, donc 1 an et demi après. Donc ça, c'était en mars 2022. Et il y a eu le mariage en septembre 2023 en Normandie. Et c'était une cérémonie incroyable. Tout s'est incroyablement bien passé. On a été entouré de tout l'amour du monde. On a eu des discours à faire pleurer, même les gens, même les copains qui connaissaient pas les histoires d'un tel étaient en larmes. Enfin, on a vraiment eu. Et puis toujours entouré par mes amis, donc mes amis qui sont là depuis toujours et qui donc ont suivi cette construction un peu difficile de ma vie, qui ont supporté aussi mes moments difficiles et qui ont été là, qui ont été mes témoins de mariage, mon garçon d'honneur et qui ont vraiment porté aussi cette relation et été extrêmement présents pour nous. Ouais, on a un socle très important et qui nous fait beaucoup de bien et notre mariage a été un moment de festivité très, très chouette. Trop beau. Mais j'adore. Franchement, c'était magnifique et je pense que l'entourage, tu l'as dit précédemment dans ce que tu racontais, mais l'entourage, un entourage qui est présent et qui est là depuis tant Ouais, d'années, c'est vraiment une richesse et une chance, ouais. vraiment. Et c'est très, très, très précieux. Sans eux, rien ne serait possible. C'est-à-dire que même s'ils sont pas là en Laponie avec moi, j'aurais pas des parents comme les miens, ma sœur, mon frère, mes amis proches. Rien de tout ça serait possible. En fait, c'est eux aussi qui me donnent la confiance. Donc aujourd'hui, j'ai Victor évidemment qui est mon socle,
mais les gens qui étaient là avant Victor et qui m'ont vu aussi après cette tragédie quand j'étais jeune, qui m'ont supporté dans tout mon parcours médical, qui ont supporté mes moments où franchement c'était pas facile et qui sont restés. J'ai une reconnaissance et je pense que si je peux aujourd'hui avoir cette histoire d'amour avec Victor, c'est aussi parce que eux m'ont montré qu'un amour où tu te lâches jamais, même si c'est un amour amical ou filial, c'est un amour qui existe. Ils sont très importants et ils ont aussi contribué à notre histoire d'amour. Bah écoute, c'est une belle déclaration aussi d'amitié, tu vois. Ouais, Trop beau. Tu dirais aujourd'hui que votre relation, elle représente quoi? Elle ressemble à quoi maintenant avec, tu vois, tout le recul que tu as par rapport à tes débuts, au fait que vous êtes rencontrés alors que tu étais à un moment où tu ne voulais vraiment pas rencontrer quelqu'un, que tu ne l'avais même pas imaginé. Et aujourd'hui, ouais. quand tu vois ça avec autant de recul, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que j'avais raison. Je me dis que j'avais raison de ne pas vouloir faire de concessions. Je me dis que les gens ont beaucoup de pensées limitantes qui les arrêtent ou qui leur font faire des expériences. Et pour certains, c'est super. Pour d'autres, c'est assez désastreux. Je pense que si moi, j'avais arrêté de m'écouter, que si j'avais arrêté d'avoir confiance en ma petite voix intérieure qui me disait attends, attends parce que de toute façon, t'es mieux seul qu'avec quelqu'un de pas certain aussi parce que donc il y a toute cette histoire de pas fiable à 100%. J'aurais beaucoup souffert. Donc avec du recul, je me dis que j'avais totalement raison, que les autres avaient totalement tort, que j'ai bien fait de pas les écouter. Toutes les personnes qui m'ont dit que c'était impossible, que je changerais d'avis, que je verrais qu'en réalité une histoire d'amour ça se construit pas comme je l'imagine, bah, que une histoire d'amour, ça se construit de façon unique, que c'est propre à chacun et que tout est possible du moment qu'on est clair et aligné et que les choses sont, alors bien sûr, pas des choses. Si j'avais cherché à me marier avec une licorne absolument, là, forcément, il aurait fallu m'expliquer que les licornes n'existent pas, tu vois. Mais qu'en tout cas, dans la vision de l'amour et de la construction de l'histoire d'amour, c'est des choses beaucoup trop intimes, beaucoup trop personnelles pour pouvoir en faire des généralités. Et moi, je suis fière de nous deux et je suis surtout très reconnaissante d'avoir eu la confiance en moi, d'avoir pu dire non aux gens, d'avoir pu dire non, je ne testerai pas pour tester parce qu'on me dit à 22 ans, t'as jamais embrassé un garçon, c'est pas normal, à 22 ans, tu nous as jamais présenté personne. Alors mes parents avaient pas trop ce côté-là parce que, encore une fois, en plus, beaucoup de choses étaient mises sur le dos, entre guillemets, de ce que j'ai vécu à 14 ans de très difficile. Et donc c'était, pour tout le monde, c'était aussi logique que je prenne un peu plus de temps que les autres à construire des relations. Mais par contre, mon discours était très fermé et était très ferme et très définitif sur non, je ne cherche pas de petits copains, je cherche l'homme de ma vie éventuellement. Et on me disait, mais Thelma, attends, on cherche d'abord un partenaire et ensuite ça devient peut-être l'homme de sa vie. Et moi, j'étais là, bah, dans ce cas-là, je me mettrai jamais avec personne parce que je ne chercherai jamais un petit copain. C'est pas possible. Et je suis très heureuse de m'être fait confiance, de m'être écoutée et de pas avoir douté de ce qui était bon pour moi parce que je pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est propre à chacun. Mon cas est uniquement propre à moi-même, mais c'est bon pour moi comme ça. Je le savais et j'ai fait en sorte de me donner les moyens et j'ai aussi rencontré quelqu'un qui avait les mêmes rêves et les mêmes aspirations. Mais voilà, donc j'ai un regard sur tout ça où je suis très satisfaite de ne pas avoir cédé à la pression. Bah écoute, bravo, j'ai envie de te dire. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais à quel moment tu es tombée amoureuse de Victor? Je pense que je suis tombée amoureuse de Victor avant même de le voir. Je pense que je suis tombée amoureuse de Victor dans les 4 jours où on échangeait. Hmm. Par contre, j'ai accepté cet amour et j'ai accepté de lui donner de la place dans les 6 premiers mois et en particulier dans les 2 mois qu'on a passé quasiment confinés que tous les deux donc dans les Alpes, où là on a vécu vraiment l'un sur l'autre pendant 2 mois et où j'ai vu qu'il acceptait réellement toutes les facettes de ce que je suis, qu'il acceptait aussi de vivre avec mes troubles
et que ce n'était pas pour lui un sacrifice qui lui coûtait trop, parce que c'était ça aussi qui était important. Moi, je veux rien faire subir à personne. Enfin, c'est-à-dire Mm. que mes difficultés personnelles, je les gère. Par ailleurs, comme je te l'ai déjà dit, j'aime bien la solitude. J'ai en plus un entourage au top qui a choisi d'être là pour ce qui est de mes amis. Mes parents, les pauvres, ils n'ont pas trop eu le choix. Mais les autres, ils décident de rester. Mais dans le quotidien, j'ai vécu seule à 18 ans parce que vivre avec moi, c'était plus supportable, même pour mes parents. Et je ne voulais pas imposer ça à qui que ce soit. Et en fait, j'ai vu que pour Victor, c'était facile de vivre avec moi. Et je le constatais que c'était pas que des mots, que même vraiment, il ressentait aucun stress, qu'il avait absolument pas peur de mes réactions. Alors Victor est aussi quelqu'un de très ancré, de très sûr de lui, qui a extrêmement confiance en lui, qui est aussi quelqu'un d'assez autoritaire, mais pas dans le sens négatif. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il se laisse pas déstabiliser. C'est-à-dire qu'il sait jamais, il me laisse jamais, mes crises ne le dépassent jamais, quoi, ou c'est très très rare. J'ai su que je pouvais vraiment me laisser aller à notre histoire d'amour pendant ces 2 mois dans les Alpes où on a vraiment vécu l'un sur l'autre et où il a un peu vu le pire de ce que je pouvais offrir malheureusement et où il me disait quand même non mais c'est un détail par rapport à tout le positif, c'est pas Mm. grave. Et est-ce que toi, tu as... alors, je te demande pas forcément de parler en son nom, mais si jamais vous avez déjà parlé de ça, est-ce que tu sais, lui, à quel moment il s'est dit, c'est elle, la femme de ma vie? Ah non, mais lui c'est un fou. Lui, c'est un fou. Lui moi, pour le coup, alors j'avais analysé que j'étais en train de tomber amoureuse, mais lui, une semaine après, on n'était même pas encore officiellement en couple. J'étais en Normandie dans la maison de famille de mes parents. On s'appelait tous les jours 6 heures par jour. Et il me dit, je crois que je suis en train de tomber. J'ai peur de te faire fuir et que tu me bloques de partout, mais je suis tombée amoureux de toi. T'es la femme de ma vie. On n'était pas en couple, on s'était jamais embrassé, on s'était même jamais tenu la main. Donc lui, pour lui, c'était très clair. C'était OK, je t'ai rencontré. Il a commencé par me dire qu'il était fasciné par moi, qu'il voulait apprendre à me connaître, et après que c'était moi et personne d'autre, et que il serait là à tous les moments, qu'il affronterait tout ce qu'il a affronté, donc mes problèmes personnels, mais aussi mon papa, très papa, qui serait là pour tout, qui montrerait sa valeur et le fait qu'il n'est pas tangent, quoi. Le fait qu'il est solide et que c'est clair, que c'est définitif et qu'il n'y aura jamais aucun doute. Et donc ça, il me l'a dit, je sais pas, oui, je t'ai dit, ça faisait une semaine qu'on parlait par message, on s'était vu une fois, je me suis dit, ok, ce type est fou. Mais c'est aussi ça qui m'a permis, moi, de m'ouvrir, tu vois, parce que pour le coup, c'est ce que je cherchais. Et comme je te l'ai dit, rien d'autre ne m'intéressait. Donc, Mm. je me suis dit, quand même, il mesure pas tout à fait. Je me suis dit, il le dit. Maintenant, est-ce que à vivre, il supportera réellement ce que ça veut dire que de vivre avec quelqu'un qui a les troubles que j'ai, c'est encore autre chose. Et je n'en aurais pas voulu de pas supporter. Mais je me suis dit, déjà, il part avec le bon état d'esprit. Et après, à vivre au quotidien, je me suis rendu compte qu'il était très solide. Et quand on est rentré de ces 2 mois dans les Alpes, on a directement emménagé ensemble. Où là, il a pu me voir aussi avec la reprise de ma thérapie, parce que donc on était rentré à Paris, donc j'ai pu reprendre une thérapie. Bon, il a pu expérimenter des très très gros bas dans ma santé mentale. Et à aucun moment, mais vraiment zéro, il a flanché, quoi. Bah écoute, c'est fou et en même temps, c'est incroyable. Je trouve que vous soyez trouvés comme ça. Enfin, c'est assez fou. Oui, tout le monde dit que c'est fou, je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas Thelma pour ce partage. Pour conclure l'épisode, je voulais te demander si tu rencontrais quelqu'un qui demain ne croit plus en l'amour, toi qu'est-ce que tu lui dirais? C'est difficile. Bah, déjà, je pense que je lui poserai une question. Je lui demanderai est-ce qu'il croit plus en l'amour ou est-ce qu'il croit plus en l'humain ou en le fait de rencontrer quelqu'un dont il peut être amoureux. Parce que plus croire en l'amour, je suppose qu'il aime toujours ses parents. Enfin, j'espère pour cette personne, en tout cas, qu'il a quand même un entourage pour lequel il ressent de l'amour. Donc après, si c'est ne plus croire en l'amour amoureux, ou plus globalement peut-être être dégoûté un peu de l'être humain, alors là, je lui dirais de voyager. Je lui dirais de voyager, je lui dirais d'aller voir ailleurs, je lui dirais de sortir de ce qu'il connaît pour pouvoir re-ancrer vraiment ce dont il a envie dans son quotidien, dans sa vie, pour son futur.
Je l'encouragerais à aller voir ailleurs comment ça se passe. Comment est-ce qu'on s'aime dans d'autres pays? Comment est-ce que on envisage les relations autrement? Est-ce que c'est très grave de pas être en couple aussi déjà? Parce que si la question c'est l'amour amoureux, s'il y croit plus, bah peut-être qu'à ce moment-là, il a juste pas besoin de vivre un amour amoureux. Moi, j'ai vécu très bien sans être en couple jusqu'à mes 22 ans, ça me manquait pas. Donc peut-être qu'il est aussi à un moment de sa vie où il a pas besoin, pas envie d'être en couple et c'est ok. Et si c'est un dégoût, oui, si c'est un dégoût d'aller s'ouvrir ailleurs, d'aller voir d'autres gens, de rencontrer d'autres personnes et de faire en sorte d'arrêter de limiter son esprit à ce qu'il connaît parce que souvent on est très enfermé dans un cercle social, un cadre professionnel, même une ville, une région, un pays. Et en fait, c'est infime à l'échelle de tous les êtres humains qu'il y a sur Terre. Et notamment quand on voyage, c'est extrêmement formateur de voir que l'amour prend plein de formes et est possible de plein de manières différentes et qu'il faut d'abord, je pense, s'aligner avec soi-même pour savoir vraiment ce qu'on veut. Et c'est plus simple d'aimer et de construire une relation d'amour quand on est serein avec l'amour de soi et avec son amour propre et aussi quand on sait ce qu'on peut donner, ce qu'on veut donner et ce sur quoi on ne veut pas faire des concessions. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu as un dernier message à passer, peut-être un message pour Victor et un message aussi pour les auditeurs de Yes I Do? Bah, pour Victor, merci. Merci d'être mon tout pour toujours. Et pour les auditeurs de Yes I Do, de continuer de t'écouter parce que c'est vraiment une bouffée d'air frais et c'est tellement chouette de voir toutes ces visions de l'amour qui sont tellement différentes d'une personne à une autre. Et ça ouvre aussi, je pense, en particulier des personnes qui pourraient être perdues un petit peu dans leur histoire d'amour. Ça permet de voir d'autres choses et d'entendre des histoires qui changent de peut-être ce qu'elles ont entendu et bah de se faire du bien, de s'inspirer, voilà. Bah merci beaucoup Thelma. Avec plaisir, Carole.